n'aurez pas trop longtemps à m'écouter, puisque dans 20 minutes on s'arrête, on va commencer à attaquer ce qu'on peut dans les 20 minutes. En gros, l'idée, c'est de regarder ce qui s'est passé autour de la psychologie et de la linguistique au cours du 19e siècle, et en partant de l'idée qu'il y aurait deux champs scientifiques. Le concept de champ étant là pour essayer de caractériser une approche de ces domaines, donc de champ, celui de la linguistique et celui de la psychologie. Pour le dire de manière un petit peu rapide et brutale, mais tout sera rapide et brutal, c'est effectivement de la théorie de Bourdieu que cela vient, et le point de départ est de considérer que, y compris les savoirs scientifiques, tout comme les savoirs esthétiques, tout comme les modes d'organisation économique, sont déterminés en dernière instance, comme on disait autrefois, par l'état d'une formation sociale, et que pour comprendre comment les acteurs interviennent, si on veut éviter une théorie du type du génie solitaire, du type qui d'un seul coup a eu toute l'idée, etc., ou pour éviter des espèces de ragots, ouais mais machin, il a écrit ça parce que truc, il avait dit ça, on va essayer de comprendre plutôt des logiques de champ social qui s'organisent. Alors voilà un exemple que va me donner Christian dans son exposé que je n'avais pas du tout pensé à prendre, mais pourquoi pas prendre celui-là. Christian vient de citer Jules Segla, par exemple, en citant son livre de référence, qui est en réalité un manuel pour médecins psychiatres, qui est assez mauvais, je vous déconseille formellement la lecture. Non, c'est Jules Segla, mais ce qu'il faut comprendre dans ce texte de Jules Segla, y compris dans le titre et autres, c'est que Jules Segla, c'est un élève de Charcot, le texte date de 1892, Charcot meurt en 1893, et Charcot est en train de reculer, enfin les théories de Charcot sont en train de reculer, il y a encore tout le prestige social, mais dans le champ médical, les critiques deviennent extrêmement fortes. On peut montrer à ce moment-là que ça ne tient plus la route. Beaucoup de choses. Donc Jules Segla fait partie des porteurs de valises, si j'ose dire, de Charcot, qui va intervenir pour essayer de tenir cette théorie. Et pourquoi il la tient à ce moment-là? Parce qu'en face, il y a deux types beaucoup plus intéressants, qui sont Sérieux et Capgras, qui, eux, vont au contraire développer une théorie non pas de la dissociation des fonctions mentales qui, selon le modèle de Charcot, étant attaquées, se dissoudraient, mais vont au contraire montrer que ce qui compte, c'est la dynamique de la production du délire dans le travail de Valentin Magnan, c'est-à-dire les gens qui sont non pas à la Salpêtrière avec Charcot, mais à Sainte-Anne. Valentin Magnan étant lui-même un élève de Baillarger, qui est un des repères les plus importants. Voilà, c'est un petit peu ça ce que moi j'appelle un champ, c'est-à-dire non pas se dire Capgras, Segla, il écrit des trucs plus ou moins intéressants, c'est un élève de Charcot, mais essayer de comprendre comment, à un moment donné, sur la question de qu'est-ce que le délire, on va avoir deux types d'approches possibles. En gros, une approche dynamique que représentera en Angleterre John Egling Jackson et en France Baillarger, et de l'autre côté, une approche géométrique, diagrammatique, comme dira ensuite Henry Head, qui va essayer de repérer des localisations. Segla, c'est les localisations, Sérieux et Capgras, c'est la dynamique du délire. Donc voilà un petit peu cet angle d'attaque, et tant qu'à faire de rester dans la provocation, une citation de Saussure sur les rapports de la linguistique et de la psychologie, c'est-à-dire alors c'est intéressant parce que là, a priori, on pourrait se dire, chez Saussure, c'est clair, on liquide la linguistique et on en fait une branche de la psychologie. Évidemment, c'est plutôt le contraire qu'on va voir, mais on va commencer par là. Alors, le premier élément qui m'intéresse, puisqu'on a ces deux champs à analyser, c'est le décalage chronologique. Lorsqu'on regarde quand est-ce qu'apparaît une linguistique à prétention scientifique, disons la grammaire comparée, et quand on regarde quand apparaît une psychologie à prétention scientifique, en gros, il y a 45 ans de décalage. On est d'un côté autour de 1816, si on prend comme repère Franz Bopp, qui me semble être un bon principe de départ, en tout cas, mieux que William Jones. Et si on regarde la psychologie en tant qu'elle se constitue comme discipline académique à prétention scientifique, on serait plutôt dans les années 1860. Alors ça, pour moi, ça dit une première chose. Pourquoi il y a 45 ans de décalage? Pourquoi est-ce qu'il faut un tel délai pour que l'autre discipline apparaisse?
Comme vous le savez, le texte de Bock, le premier, va être une correspondance sur les marques personnelles des verbes en grec, latin, sanskrit, iranien ancien et gothique. Et j'ai mis ici en gros personnel parce qu'on fait comme si c'était une sorte d'évidence. Je pense qu'il y a là quelque chose de très intéressant. On a eu ensuite de la théorie de l'énonciation, on a eu des tas de choses comme ça. Et c'est très curieux que Bock ait finalement pris ça comme témoignage. Il aurait dû prendre les cas, il aurait dû prendre d'autres éléments. Mais le fait qu'il parle des marques personnelles nous dit quelque chose. La psychologie, si on essaie de regarder le moment où elle se constitue comme un savoir avec une sorte de cohérence de la pensée, on pourrait la faire venir d'un côté plutôt de l'école anglaise, de la philosophie, de John Stuart Mill, et de l'autre côté de l'Allemagne, avec les travaux de Gustav Fechner, qui est, j'ai mis entre guillemets, psychophysicien, puisque c'est le nom que va porter la discipline qu'il crée, la psychophysique. C'est le premier psychophysicien, c'est l'inventeur du domaine, qui s'intéresse à la façon dont nous ressentons les impressions extérieures, et célèbre auteur, donc le célèbre créateur de la loi dite de Fechner, qui fait comprendre que pour mesurer des perceptions, il faut non pas travailler de manière géométrique, mais de manière logarithmique. On constate que ce décalage chronologique, cette psychologie, alors tout ça est évidemment trop rapide, il faudrait raffiner, aller chercher 70 auteurs, on travaille de manière un peu grossière, mais on constate qu'elle apparaît au moment où l'anthropologie non physique, plus la diversité des corps, des races, etc., mais une anthropologie, on pourrait dire presque mentale, se constitue, c'est-à-dire là aussi autour des années 1860, Société d'anthropologie de Paris, Société d'ethnologie. Il y a un très très vieil article du temps où Sylvain Auroux était tout jeune sur ces questions, n'est-ce pas, sur la Société d'anthropologie de Paris, la Société d'ethnographie, dans l'ouvrage de Britta Rüweisenreich. Alors, ma question, c'est pourquoi ce demi-siècle quasiment de décalage entre la linguistique d'un côté et la psychologie de l'autre. Ça, il faut qu'on revienne sur chacun des domaines. La linguistique, elle s'est constituée, encore pour aller un petit peu vite, en se séparant de la première science humaine un petit peu constituée, qui est l'histoire. Je laisse de côté le cas de l'économie, qui est assez particulier par rapport à nous. L'histoire, qu'est-ce qu'elle fait? Elle extrait des informations des documents, elle les vérifie, elle les recoupe, et avec ça, elle essaie de reconstituer le passé. S'il y a une chose qui n'intéresse pas les historiens dans les documents, a priori tout les intéresse, ça tient en un mot, c'est comment ça se prononce. En gros, les historiens, ils veulent bien s'intéresser à tout, mais la prononciation des documents qu'ils ont sous les yeux les intéresse très peu. Et les gens qui établissent la validité matérielle des documents sont des philologues. C'est une discipline pour quoi j'ai du respect, mais c'est une autre discipline. Et le point sur lequel les linguistes américains comparés, pour commencer, vont se séparer, c'est d'une part en étudiant le versant sonore des langues, c'est tout le premier travail de Bock, comment faut-il interpréter les écritures sanskrites, iraniennes anciennes, grecques, latines et gothiques, comment faut-il les phonétiser en quelque sorte, puis ensuite on fera le découpage morphologique. Donc, premièrement, en étudiant un versant sonore, mais deuxièmement aussi en considérant la langue, entre guillemets, en elle-même et pour elle-même, comme le dira Bock, puisque cette fabuleuse citation apocryphe de Saussure, qui n'a jamais été de Saussure, est en réalité de Bock, elle est en toutes lettres, à la fin de son introduction, où il dit qu'il ne fait pas un manuel pour étudier les langues, mais qu'il étudie les langues en elles-mêmes et pour elles-mêmes. Je ne sais pas pourquoi, et qui est allé chercher cette citation chez Bock pour la flanquer chez Saussure, où on a dit que c'était la définition du structuralisme, alors que c'est la définition du comparatisme. En tout cas, deux partages vont se faire très vite, ça je vais passer parce qu'ici ça ne nous donnerait pas grand-chose. L'idée que la langue est naturelle. Le seul point qui m'amusait un peu par provocation, c'était de terminer en disant qu'aujourd'hui, un programme comme celui de la biolinguistics pourrait être apparenté à cette idée, ou cette idée que la langue est entièrement spirituelle, et on retrouverait là le cognitivisme dont nous pensons tous le plus grand bien. Donc, comment on va définir la grammaire comparée, comment la grammaire comparée va se définir? Eh bien, d'abord, comme toute science, elle va être amenée à se définir comme excluant un certain nombre de choses. La portée d'une science est fonction, comme on a pu le dire, des moyens dont elle se prive. Donc, première chose à laquelle renoncent Bock et ses successeurs, la possibilité de généraliser au niveau du langage.
Au fond, on pourrait dire que du XVIIe siècle au XXe siècle, toute l'histoire de notre discipline s'est jouée sur 2 noms et 2 adjectifs. Linguistique, grammaire pour les noms, comparé, général pour les adjectifs. On est passé de la grammaire générale à la grammaire comparée, de la grammaire comparée à la linguistique comparée, ça c'est les Young Grammatikers, et de la linguistique comparée à la linguistique générale. C'est pas très compliqué, avec 2 noms et 2 adjectifs, on arrive à s'en sortir. Deuxièmement, les comparatistes, alors qu'en même temps ils s'intéressent à la partie sonore des langues, ne travaillent pas sur des langues vivantes. Ils travaillent sur des langues mortes, sur des écritures, et donc ils sont voués à manquer quelque chose dès le départ. C'est ce que dit Saussure à propos de Bopp. Saussure considère, lui, que la linguistique scientifique commence avec les Young Grammatikers. Il dit à propos de Bopp, c'est une philologie à peine améliorée. Hommage à Bopp, mais en même temps, c'est une citation de Saussure. Et c'est ça, ce sont des gens qui travaillent quand même encore sur des langues mortes, sur des textes. Ils y sont obligés, bien sûr, pour le type de travail qu'ils font. Et enfin, ils sont amenés, voués à manquer la langue en tant que pratique sociale, ce que Voloshinov, un texte qui a été publié en France sous le nom de Bartine, appellera le philologisme. Ils oublient tout simplement que ces langues ont été réellement parlées, sont intervenues dans des formations sociales et qu'elles ont eu d'abord un usage, une pratique, avant d'être consignées par écrit. Alors, la psychologie, c'est un peu plus compliqué. D'abord, on voit bien qu'elle apparaît comme une sorte d'envers des sciences sociales. Alors aussi, Sylvain y a fait allusion. Quand on regarde la bureaucratie européenne, qui est quand même un modèle pour le genre de fonctionnement pour la classification des sciences, il y a d'un côté les humanités, on a évidemment repris les nomenclatures anglo-saxonnes, et de l'autre côté, il y a les sciences autres que expérimentales, etc. Et on nous a fait finalement 3 catégories, l'économie, les sciences sociales et les sciences humaines. Et lorsqu'on regarde sciences humaines, on y a collé la psychologie, bien sûr, et on y a collé la didactique et la linguistique. C'est qu'au fond, on ne sait pas trop quoi en faire. Qu'est-ce que ça veut dire que cette histoire de sciences humaines? S'il y a une science humaine, au sens où on entend dans les bureaucraties, ça ne peut être effectivement que la psychologie. Pour la linguistique, il y a eu, vous savez peut-être, une très forte hésitation. Ils voulaient d'abord nous mettre avec les humanités, c'est-à-dire avec la littérature et l'histoire. Et puis finalement, on nous a collé avec les sciences humaines et on ne voulait pas nous mettre avec les sciences sociales, anthropologie, ethnologie, sociologie. Ça dit quelque chose, d'abord évidemment, sur ce qu'il y a dans la tête d'un bureaucrate, mais enfin ça va pas loin. Ça dit surtout quelque chose sur l'indécision qu'il y a à classer ces disciplines les unes par rapport aux autres. En tout cas, ce qui en est resté, c'est que la psychologie a été la seule, et donc une quarantaine d'années après, à se sortir d'un régime d'historicité. En gros, c'est quoi la psychologie quand on la regarde? C'est une discipline qui se constitue comme un savoir et qui a 3 difficultés à résoudre. D'abord, est-ce que tout ce dont je traite quand je fais de la psychologie est du domaine de la conscience, ou bien est-ce qu'il y a quelque chose qui est de l'inconscient, et dans ce cas-là, quelle est la nature de cet inconscient, quelle est la forme qu'il doit prendre? Comme disait Joseph Prudhomme, ôtez l'homme de la société, vous l'isolez. Qu'est-ce que ça veut dire qu'une psychologie où on retirerait de la personne toute détermination sociale pour étudier une sorte de quoi d'ailleurs, d'esprit détaché de toute considération socio-historique? Et le troisième problème qui est, est-ce qu'on peut concevoir une psychologie dont on soustrairait tout ce qui serait langue, langage et compagnie? Donc voilà un peu les 3 écueils sur lesquels, sans arrêt, entre lesquels a navigué la psychologie, avec un bonheur très relatif généralement, et avec des solutions qui ont été différentes selon les écoles de psychologie. Ce qui va nous intéresser, c'est simplement la partie qui concerne le langage. La psychologie par rapport au langage est amenée à effacer 3 dimensions. La première qui est la dimension diachronique, et d'ailleurs Saussure le disait lui-même, les locuteurs n'existent qu'en synchronie, ce sont les linguistes qui connaissent la diachronie éventuellement, mais en psychologie on n'a pas besoin de savoir les étymons, l'histoire des langues, c'est ainsi. Mais en même temps on oublie que les langues elles-mêmes changent, évoluent, et que ça nous dit aussi quelque chose du fonctionnement de l'esprit humain. Le deuxième élément que la psychologie est amenée à écraser de façon forte, c'est évidemment la phonologie.
pas au sens simplement de on va écrire des phonèmes, mais au sens où la phonologie, si on a 5 minutes, j'en doute un peu à un moment donné, on en reparlera, mais la phonologie est auto-organisatrice du langage dans une dimension qui dépasse la simple description des phonèmes et de leur phonotaxe et de leur organisation. Et puis enfin, la psychologie est vouée à manquer ce qu'est le fonctionnement interne de la langue. C'est clair que si les psychologues ont beaucoup de mal à travailler du côté de la morphosyntaxe, et généralement, quand il y a du travail de ce côté-là, on voit dans l'histoire de la linguistique qu'il est fait par des linguistes, je pense bien sûr à Gustave Guillaume, mais aussi bien à des gens comme Galichet ou d'autres. Ce travail est fait par des linguistes et non pas par des psychologues. Alors on a des symptômes de ça, c'est la façon dont les psychologues essaient de nous feinter en ne traitant pas ces questions. Alors à chaque fois que je vois apparaître dans les textes de psychologues le mot image, et Christian vient d'en parler largement, on peut être sûr que c'est une certaine manière de vouloir éviter ces questions. S'il y a de l'image, il n'y a pas de phonologie, ça c'est bien. S'il y a de l'image, c'est instantané, il n'y a pas de diachronie, c'est bien. S'il y a image, il n'y a pas de syntaxe, c'est bien. Donc pour moi, image est un des symptômes dans la psychologie de la façon dont ils essaient de se sortir de la question de la langue. De la même manière, le terme association. Bon linguiste n'est pas associationniste, par définition. Il sait ce que c'est que de la syntaxe, il sait ce que c'est des éléments de ce type-là, mais l'association est une idée qui nous est, à mon sens, très étrangère. Un des points centraux pour moi de la théorie de Saussure, c'est le moment où il dit il y a l'union du signifiant et du signifié, et où il va tirer à boulet rouge sur ça n'est pas l'association des signifiants et des signifiés. C'est l'union. Si vous n'avez pas l'union, si vous les séparez, vous n'avez rien du tout. Vous avez du son d'un côté, mais ce n'est pas de la linguistique. Vous avez peut-être des idées de l'autre, mais ce n'est pas de la linguistique, c'est de la psychologie. Et puis on pourrait montrer qu'il y a d'autres éléments, sensations, mots, chronométrie, qui servent à tout ça. Alors si je reviens du côté de la linguistique, Saussure, vous avez fait une histoire de la linguistique dans son cours, dans une note de cours des étudiants, et il dit en gros, vous avez eu 4 phases. Vous avez eu l'écriture, vous avez eu la logique avec Aristote, et ça se termine avec la grammaire générale et les succédanés. Vous avez eu Bopp, et puis vous avez maintenant ce que nous faisons nous. Il ne tranche pas sur le fait de savoir s'il est lui-même un Jung grammatiqueur à cet endroit-là, mais on voit bien que pas tout à fait. Donc on a une sorte d'organisation de la linguistique qui se fait de cette façon-là. Je vais très vite là-dessus, parce que ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'il y a avant la psychologie. En réalité, on voit bien, les psychologues, eux, ils ont 2 grands-pères, ou 2 grands-mères. Ils ont d'un côté la philosophie, avec massivement des théories spiritualistes, et puis ils ont de l'autre côté la médecine, avec massivement un rapport au corps. Un exemple là-dessus, l'exemple le plus connu, qui est l'étiologie supposée de l'hystérie, ça partout, que l'hystérie c'est le nom grec de utérus, que donc ça serait une partie de notre corps qui déclencherait des réactions de type physique. Et en tout cas, on a ces 2 ancêtres encombrants pour les psychologues. Deuxième point qui nous intéresse dans cette différence des champs, au fond, quand on parle de langue, quand on lit un texte d'Aristote, quand on lit un texte du XVIIe, quand on lit un texte de Saussure, on n'a pas l'impression que ce qu'on désigne par langue soit fondamentalement différent. La façon dont on conceptualise, oui, mais la désignation de l'objet langue, en tant que terme ordinaire, nous paraît tout à fait classique, nous paraît tout à fait normal. Au contraire, pour la psychologie, c'est très compliqué. Quel est l'objet de la psychologie? Est-ce que c'est l'esprit? Est-ce que c'est le mental? Est-ce que c'est les idées? Est-ce que c'est... je ne sais même pas comment je pourrais oser définir. C'est très bien, dès qu'on a par exemple à traduire les mots qui concernent ça, on est extrêmement embarrassé. Le mot psychologie existe dès le Moyen-Âge sous une forme un peu cryptée, ça désigne les incubes et les succubes, ça désigne des êtres genre fantômes, si on veut. C'est à partir du XVIe siècle que le mot prend le sens humaniste de science des esprits, notamment ça sert pour parler des anges. Le thème lui-même, on peut le faire remonter où on veut, à Saint-Augustin généralement, je pense que c'est assez juste, puis avec Montaigne et Rousseau. Et puis il y a le savoir universitaire qui est celui qui nous intéresse. Alors je ne vais pas parler des philosophes, il y a des gens qui en parleraient mieux que moi, on fait souvent une espèce
de suite Descartes, Condillac, Cabanis, de Biran, etc. On n'a vraiment pas le temps. Mais pour parler quand même d'un effet de champ très intéressant, en 1832, Victor Cousin, qui est le chef de toutes les études de philosophie au ministère en France, va imposer un programme dans lequel on va abandonner la métaphysique, qui était une des parties du programme de philosophie, et on va diviser en 4 le programme de philosophie des classes. Et les 4 éléments sont psychologie, logique, morale, histoire de la philosophie. Donc là, on a typiquement ce qu'on appelle un effet de champ, c'est-à-dire que le fait que quelqu'un qui, à un moment donné, occupe une position universitaire clé dans des débats philosophiques de l'époque, il faudrait là aussi reconstruire, et ce serait très long, va imposer qu'il y ait que la psychologie soit un des domaines de la philosophie. Parallèlement, et comme je dirais après avoir commencé ces prémices de la psychologie, on ira tous manger pour vérifier que le matérialisme est effectivement la bonne théorie, il y a parallèlement autre chose qui se passe. Donc on a parlé des 2 grands domaines, la psychologie, la philosophie et la médecine, mais, Christian y a fait allusion bien sûr, on a d'un côté le magnétisme, avec la découverte de Mesmer, la guérison par le flux magnétique, une discussion très forte. Le magnétisme sera condamné par l'Académie de médecine en 1837, ce qui marquera la fin, en tout cas, de cette orientation-là. Mais d'un autre côté, ça donnera autre chose en Angleterre, qui est l'hypnotisme. Le terme est inventé, c'est pour ça qu'il y a des guillemets, par James Braid en 1843. Et l'hypnotisme qui va poser la question de savoir qui parle. Et on sait ce que ça va devenir, c'est cette question d'où c'est que tu parles. Deuxième courant, là encore, Christian y a fait allusion, c'est un spoiler, hein, Christian. Il nous a raconté la fin avant même que j'ai commencé à raconter le scénario. C'était bien préparé. Pardon? Non, c'était bien préparé. Oui. Donc d'un côté, ce à quoi il a fait allusion, c'est-à-dire la théorie de Gall, vous savez que cette théorie localisationniste, le cerveau qui va se décomposer en je ne sais plus combien de petits éléments. Mais cette théorie est très importante, effectivement, puisqu'elle s'oppose à la thèse qu'on appelle holiste, la thèse comme quoi le cerveau ferait tout partout, et que d'une certaine façon, la découverte de l'aphasie est réellement une des séquelles de cette théorie, avec beaucoup d'intermédiaires. Et puis, là aussi, Christian y a fait allusion, la physionomie de Lavater. Et puis enfin, un troisième domaine de la psychologie, qui est plutôt du côté de la médecine, qui est la théorie de l'aliénisme, et donc de Pinel à Esquirol, avec en 1843 la création des annales médico-psychologiques, qui vont être quand même avec Braid, on est vraiment dans les mêmes domaines, dans l'idée qu'il y ait un savoir positif qui peut se constituer sur ce domaine, et notamment avec la question de savoir ce qu'il en est du délire. Et vous avez juste mentionné ici, donc Baillarget bien sûr, mais aussi ensuite Charcot et Ségla, son élève, et en face, je n'ai pas mis le nom, mais Magnan et Sérieux, et puis ça se continuera avec Babinski. Et entre les deux, donc, une confrontation, à savoir que, comme vous avez peut-être commencé à le voir, il n'y a pas d'intersection. C'est-à-dire qu'au total, oui, il y a des domaines qui peuvent paraître d'intérêt commun, l'aphasie, etc., mais qu'au fond, vu le domaine de constitution, les linguistes ne viennent pas de la philosophie. Justement, la grammaire comparée, c'est la rupture avec la logique. On est tous d'accord. Donc, du coup, on quitte le domaine proche de la philosophie. De l'autre côté, on a des domaines qui sont du côté de la médecine, mais il y a très peu d'incidence. Sauf que là encore, on va avoir des effets de champ. Les linguistes, ils vont être du côté de l'université, de la faculté des lettres, alors que nos psychologues, ils sont contraints d'un côté, certes, pour la faculté de lettres, on va le retrouver avec Émile Heger, mais ils sont pris du côté des médecins, qui eux ont une toute autre organisation, et notamment pour réussir à s'affranchir de la philosophie, les psychologues en France vont s'appuyer sur la médecine. Ce qu'il faut qu'ils vont s'éloigner d'autant de la linguistique. C'est pour ça qu'on les voit, à mon avis, extrêmement peu. C'est parce qu'ils sont du côté des blouses blanches et pas du côté du tableau de craie. Moi, je n'ai jamais fait de dissection de ma vie, je tiens à le dire. Voilà. Donc, c'est comme ça que nous allons travailler pour essayer de comprendre la production d'une représentation, c'est-à-dire d'une forme d'écriture savante, rationalisée, c'est-à-dire non contradictoire, d'un savoir théorique ou expérimental, théorie du champ, donc admis par une majorité de producteurs et à terme éventuellement par la société sur laquelle ces connaissances ont un effet en retour, avec toujours des effets de rétrogradation possibles,
à partir du travail effectué par des écoles, et non pas seulement par des personnalités, par des institutions et des formations sociales. Eh bien, comme il est 35, je ne tiens pas à me faire gronder par Émilie. Non, tu as encore une dizaine de minutes. Pardon? Il est 25. Ah, moi, on m'affiche 35 là. Ne te fie pas à la machine. Très bien. Ne fie pas à la machine. Où va-t-on? Où va-t-on? Bon, alors, vous aurez encore droit à 10 minutes. Tu fais comme tu l'entends. Non, il n'y a pas de souci. Je disais 35, je ne voulais pas abuser. Alors, on va passer à une sorte de deuxième partie, jusque-là, qui est comment ça s'est passé du côté de la... Donc, vous l'avez compris en gros, je pense que la psychologie, c'est des charlatans, qu'ils sont du côté des médecins pour se séparer des philosophes, et que pendant ce temps-là, les linguistes font leur travail, mais ils sont partis de langues un petit peu trop appréhendées de façon philologique, de façon... Alors si on part si on revient à Bob, qui est pour moi le vrai point de départ un petit peu cohérent et sérieux, lorsque Bob fait son travail, on voit bien que la technique même qu'il est amené à développer sur les textes et qui était nécessaire, qui est juste, Bob est quelqu'un qui n'a aucun génie, mais c'est un excellent technicien. Et c'est peut-être parce qu'il n'avait pas de génie qu'il a compris ce qu'il fallait faire, qu'il fallait arrêter de spéculer et qu'il fallait rentrer dans les textes, les prendre tels qu'ils étaient et comparer modestement les unités. C'est quelqu'un pour qui je n'ai que de l'admiration, je tiens à le dire par ailleurs, c'est pas du tout une critique, mais il est obligé lui aussi d'éliminer des choses. Alors il va commencer par éliminer les sujets, les locuteurs, ça ne l'intéresse pas, il y a des textes, peu importe qui a écrit l'Iliade et l'Odyssée, peu importe qui a écrit Mahabharata, on va s'occuper du texte, de comparer ce qu'il y a dans le texte, c'est-à-dire la langue. Deuxièmement, il n'a pas d'hypothèse anthropologique. Vous savez que Bob a refusé, par exemple, d'utiliser l'expression indo-germanique en disant « je ne veux pas entendre parler d'indo-germanique, on va parler d'indo-européen parce que ça, c'est purement des questions de langue, on ne va pas s'occuper de savoir qui ils sont. » Et puis, il ne va pas s'occuper des racines. Il y a une petite citation de Bob, le mystère des racines, la cause pour laquelle telle conception primitive est marquée par tel son et non par tel autre, que nous nous abstiendrons de pénétrer. Il ne veut pas savoir pourquoi on dit comme ça. Alors, c'était très simple comme mode d'approche, et évidemment, à la fois il va falloir progresser au-delà de ça, mais un très grand nombre des régressions qu'il y aura par rapport à cette grammaire comparée, à commencer évidemment par les interprétations racistes, vont être sur le refus de ces deux points. Dès 1819, donc 1816-1819, c'est extrêmement rapide. Le début de la grammaire comparée est prodigieusement rapide. Grimm, qui est aussi quelqu'un de tout à fait positif, mais Grimm va faire le lien, lui, entre langue et culture, pour des raisons qu'on pourrait historiciser sans difficulté. On est après 1815, Napoléon, l'Allemagne est en train de se constituer, etc. Le mouvement national de la pensée politique, comme dit Anne-Marie Thiès. Et à ce moment-là, Grimm veut faire, lui, un lien, et de manière d'ailleurs assez intéressante, en voulant montrer que les langues germaniques sont plus proches du modèle du proto-indo-européen, on n'en est pas encore à la reconstruction, il faut attendre un peu, mais il y a quand même cette idée. Tout de suite, il va critiquer Bob. Le débat a été extrêmement propre, c'était pas du tout je te démolis, tu me démolis. Mais il va attaquer Bob en disant il y a un problème quand même, c'est qu'en allemand, il y a de l'apophonie. L'apophonie, c'est de considérer que le codage des valeurs morphologiques se fait par une alternance des voyelles. On va aller très vite, to sing, I sang, sung. On va juste bouger la voyelle et ça vous déplace automatiquement l'interprétation morphologique. Donc à la différence de Bob qui dit tout se fait par préfixe et suffixe, les racines constituent un bloc intouchable. On ne s'occupe pas de ce qu'elles veulent dire, mais c'est des blocs. Grimm dit tout de suite, non, mais attendez, en allemand, il y a de l'apophonie, la langue germanique, et cette apophonie est primitive. Mais comme elle est très difficilement lisible en sanskrit et en latin, et en grec d'ailleurs, évidemment, Bob réagit en disant, mais pas du tout, ce sont purement des préfixes et des suffixes. Donc Grimm tout de suite perçoit qu'il y a un premier problème qui est celui du vocalisme. Nous savons tous ce qui va résoudre la question, donc inutile d'insister. Et ça aussi c'est intéressant. Et deuxièmement, Grimm en revanche, lui, veut faire un lien entre langue et culture. Grimm est par ailleurs dans son temps un progressiste, c'est pas du tout une espèce d'anticipateur de l'hitlérisme. Il a été licencié de son emploi pour le libéralisme, donc c'est
pas ça du tout, mais il a besoin de ressouder quelque chose du côté de la langue et de la culture, et ça va poser quelques problèmes assez rapidement. Deuxièmement, en 1822, Pott, qui est aussi un libéral, c'est pas du tout des gens du côté... c'est devenu un problème poisonnant de la grammaire comparée que l'utilisation qui en a été faite ensuite. Et Pott, lui, veut comprendre les étymologies. Et on sait, alors tout ça est un peu trop rapide, mais comment on va aboutir en 1860, c'est-à-dire ce que j'ai donné comme 60, à peu près comme le moment où apparaît la psychologie. On constate qu'à ce moment-là apparaît en même temps l'anthropologie. On vient d'en parler, on en reparle maintenant, et on voit comment Grimm a annoncé précédé ce mouvement, avec ce qu'on va appeler la paléontologie linguistique, c'est-à-dire le travail essentiellement de Pictet ou de Chavet, c'est-à-dire que maintenant on y est arrivé, on a récupéré les racines, on sait ce qu'elles veulent dire, on dit qu'on sait ce qu'elles veulent dire, et avec ces racines, on va reconstituer où est l'habitat des proto-indo-européens, comment ils fonctionnaient, quelles étaient la connaissance qu'ils avaient des animaux, des plantes, des métaux, etc. Et on va pouvoir reconstruire, c'est le travail de Schleicher dans les fin des années 1850, on va pouvoir reconstruire ce qu'était la langue proto-indo-européenne, et c'est la fameuse fable Le cheval et les moutons. Qu'est-ce qu'on va faire avec cette paléontologie linguistique? Une fois qu'on a reconstruit les réalia, de dire, eh bien voilà, il devait connaître le chien, le lièvre, le saumon, etc. On va dire, mais on peut aussi reconstruire, à partir de leur mythologie, quel était leur univers mental. Et on va avoir cette idée que le panthéon indo-européen serait d'une certaine façon une extériorisation, une projection des sentiments, et que, par exemple, eh bien, je sais pas moi, les sentiments amoureux seraient représentés par Vénus et les sentiments martiaux par Mars, etc. On va avoir toute une idée, ce qu'on avait appelé donc la mythologie comparée, et qui va permettre pendant une vingtaine d'années à peu près à la linguistique de se fourvoyer de la manière la plus grotesque. Ce que raconte typiquement Saussure en parlant de... Il ne dit pas cet imbécile de Max Muller parce qu'il est bien élevé, mais on voit bien que c'est ce qu'il veut dire. Alors pendant ce temps-là, puisqu'on parle de chant, c'est-à-dire de ce qui se passe en France, eh bien, si on parle de chant et en France, c'est pas parce que c'est plus commode, parce que c'est aussi plus commode, il faut le dire, mais c'est surtout parce que les Français ne sont pas au courant tellement de ce qui se passe. Il y a bien quelques personnes, mais c'est des personnes. Il y a Gustave Fallot qui sait à peu près ce qui se passe en Allemagne, mais Gustave Fallot, il meurt à 29 ans. Il y a Burnouf qui sait ce qui se passe en Allemagne, et qui travaille lui-même de manière très belle sur le sanskrit, mais il meurt à 53 ou 4 ans. Enfin, il a encore une carrière interrompue. Il y a Champollion, mais Champollion, il va mourir à 36 ou 37 ans. À chaque fois, pas de chance, et ils n'ont jamais eu le temps de former quelqu'un qui aurait pu suivre. Donc on a quelques travaux français tout à fait intéressants, mais ça ne fait pas école, ça ne fait pas chance, ça ne fait pas structure. Ce sont des choses très intéressantes, on peut pour chacun d'eux comprendre comment il a été formé, comment il a pu arriver à ça, mais ça n'arrive pas à se mettre en place. Et pour que ça se mette en place, et on y retombe, il faut encore attendre les années 1960, toujours la même quarantaine d'années de retard, pour que l'on crée un certain nombre de choses, la Société de linguistique de Paris, que son nom se bénit au fil des siècles, l'école pratique des hautes études, l'arrivée au Collège de France de Michel Bréal dès 1864, de Gaston Paris qui prend la place de son père en 1968, Paul Meyer va arriver après, d'autres, peu importe. Et puis, il faudra encore attendre une dizaine d'années, la réforme des études de lettres, qui va imposer qu'il y ait dans l'enseignement français de l'ancien français et de la grammaire. Si je saute un petit peu de quelques 50 ans, ça ne suffira pas. Quand on regarde au début du siècle, la linguistique française s'est de nouveau effondrée. Il reste quasiment rien. Le romanisme français, j'aime beaucoup demander parfois, mais quel est le plus grand linguiste pour les linguistes en 1860 à l'échelle mondiale? Ben, si on faisait le sondage à l'époque, les gens auraient répondu Max Muller, parce que c'était vraiment lui le linguiste. Si on demande quel est, alors le romanisme en France, c'est paraît-il une grande chose, quand on demande quel est le romaniste français en 1930, et qu'on dit, quelqu'un aujourd'hui, vous savez, c'est Mario Rock, généralement il va sur Wikipédia, il tape Mario Rock pour savoir.
Parce que qui connaît aujourd'hui Mario Rocca? C'est souvent les gens qui sont en Roumanie, parce que c'est quelqu'un qui a travaillé sur le roumain, mais qui aujourd'hui sait ce qu'a pu être l'œuvre de Mario Rocca. Il y a une sorte de disjonction qui va se produire entre ceux qui tiennent les positions institutionnelles et les savants. Alors, bon, il y a encore Ferdinand Bruno, oui, qui fait un certain nombre de choses, mais au total, et pour le dire en un mot, si Saussure ne s'était pas senti exclu de ce qui se fait à Leipzig, et s'il n'était pas venu parce que Bréal voyait que lui-même n'arrivait plus du tout à comprendre ce qui était en train de se faire en linguistique, c'est clair qu'il y avait eu moyen en France. Et il a vraiment fallu que Saussure vienne, fasse ses, je ne sais pas combien, enfin, il a été 10 ans à Paris, mais il n'a pas fait cours chaque année, 6 ou 7 ans de cours, qu'il y ait dans l'assistance 3 types qui comprennent, Meillet pour le plus connu, Gramont et Léger pour les études slaves. Il a fallu qu'il y ait vraiment 3 personnes qui comprennent, dont un Meillet qui est une machine à faire une école, pour qu'on ait encore eu de la linguistique en France. Sinon, on redisparaissait, en tout cas pour les études de linguistique générale. Parce que ça a été, je peux anticiper, l'orientation comparatiste, on voit bien, Bréal, il le dit lui-même, ce qu'écrivent les Young Grammaticals, j'y comprends rien, quels sont les termes exacts de la lettre, mais si j'avais su que je devais faire de l'algèbre, j'aurais fait autre chose. C'est à peu près ça qu'il raconte dans une de ses lettres, quand il découvre les Young Grammaticals. Lui, il préfère s'intéresser aux idées latentes dans le langage. Et en plus, il y a des phénomènes, le même que celui qu'on vient de citer, des phénomènes de hasard. Abel Bergheim, il y a un accident de montagne. Arsène d'Armesteter meurt le premier. Il attrape froid en faisant passer des examens à la Sorbonne. Attention, hein, très très attention, habille-toi. Jeanne d'Armesteter lui-même est très malade, mais de toute façon, il est arrêté, il est pris dans des processus mondains qui l'amènent à déserter le champ de linguistique. Ce sont de très bons linguistes, mais ils n'ont pas le temps de former les bons élèves. Au bon moment. Quant aux Young Grammatikers, on voit bien où est leur problème, c'est ce qu'ils doivent éliminer. C'est-à-dire qu'à la fois, ce qu'ils font est un très très bon travail, réellement, mais en même temps qu'ils rationalisent et ils objectivent, ils restent dans la perspective diachronique. Ils n'arrivent pas à en sortir. Ils restent dans la référence aux familles de langues, ça va avec. Ils ne comprennent pas qu'on pourrait faire une théorie générale, ou du moins une théorie plus globale. C'est la critique que fera Trubetskoy, typiquement, en disant ces gens-là ne connaissent que l'atomisme des faits. Ils parlent de l'atomisme, ils sont tout le temps avec leurs petits mots, etc. Mais quoi d'une théorie générale? Où est-ce qu'elle est, leur théorie générale? Alors évidemment, ils nous sortent les lois veuves de la phonétique et l'analogie. Ils ont d'autres causes éventuelles pour expliquer les exceptions, les emprunts, les contacts, le féminisme, le déraillement. Le déraillement, je ne sais plus comment on dit en allemand. C'est le terme qu'on utilise pour dire lorsqu'il y a eu confusion de deux phénomènes, c'est-à-dire lorsque les gens, par exemple, coupent mal un morphème. C'est l'exemple que donne Saussure sur les morphèmes mal coupés, où les gens recomposent, je n'ai plus le terme exact, c'est à propos de Vineolentus. Pour vous donner un exemple tout bête, en français, si vous dites aux gens omelette, c'est un mot qui n'est pas décomposable en français normalement, mais les gens perçoivent qu'il y a un diminutif. Ils ne savent pas pourquoi, mais ils perçoivent qu'il est là. Ils ne savent pas s'il faut couper à et ou s'il faut couper à let. Et donc, comme ils ne savent pas, normalement il faut couper à et, je vous donne la solution, mais comme ils ne le savent pas, ils ont fait femmelette. Enfin, on a fait femmelette. C'est une femmelette. Parce qu'on a cru que le suffixe était let, alors qu'en fait c'est et. Donc on aurait dû dire c'est une femmelette. Juste pour expliquer, c'est ça qu'on appelle un déraillement. C'est quand on commence à superposer deux machins qui ne sont pas au bon endroit, et avec ça, on fait. Donc, quelles vont être les suites des Young Grammatikers? L'analyse ethnique, donc on en a un petit peu parlé hier, Steinthal, Lazarus, la généralisation par la psychologie du langage, on en a parlé, Wilhelm Wundt, et la réduction par l'analyse du signal, la phonétique instrumentale. Je vous propose que nous arrêtions à cet endroit et nous reprendrons sur la psychologie dans la deuxième partie. Jean, vous aviez le choix entre Porquerolles et moi, et vous m'avez choisi. C'est quand même une très haute gratification. Donc nous en étions arrivés à l'état des Young Grammatikers. J'étais, comme sur tout le reste, allé assez rapidement, mais il y a toute cette filière dans la linguistique qui va aller du côté d'une analyse que j'ai appelée ethnique pour aller très très vite, qui va être représentée au départ par Steinthal et Lazarus, dont on a parlé ailleurs, et qui surtout aura une très très grande postérité avec aussi bien une école allemande, Fossler-Spitzer, qu'une école italienne avec Croce et les néo-idéalistes,
qui sont des écoles qui ont été ensuite très marginalisées. On a parlé de la psychologie de Wundt, die Sprache en 1900, et donc j'avais dit un petit mot sur la réduction par l'analyse de la phonétique. Ça, c'était pour faire la transition. Alors on revient à la psychologie, et je rappelle, suite à une discussion que je viens d'avoir avec Didier, que ce qui m'intéresse, c'est l'organisation sous forme de champ, c'est-à-dire d'un endroit où il n'y a pas seulement des savoirs et des contenus qui circulent, mais où il y a aussi une organisation qui se met en place, qui n'est pas forcément une organisation académique, universitaire, mais qui en tout cas se constitue, où des personnes se répondent et interviennent. Alors quand on regarde la façon dont ça s'est passé dans le cas français, cette fois je reviens bien à la France, on constate qu'en France, le poids de la philosophie est tel que les personnes qui veulent intervenir dans ce champ et qui sont eux-mêmes généralement de formation au moins en partie philosophique, éprouvent le besoin non pas d'attaquer de front parce qu'ils auraient été écrasés tout de suite, mais ils vont faire, ce qui est assez classique dans l'histoire des sciences, un détour en empruntant des travaux dans des écoles étrangères. Et c'est la même stratégie que vont adopter Hippolyte Taine et Théodule Ribaud. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'un et l'autre de ces auteurs met en place une machine de guerre contre l'académie, contre l'université, contre la Sorbonne, qui est l'Académie de Paris à l'époque, l'Université de Paris, et leur démarche va déclencher une réaction de personnes qui vont au contraire essayer de défendre cette tradition de la philosophie académique. Alors Émile Heger, qui est le père de Victor Heger dont nous a parlé Christian, va par exemple intervenir contre Hippolyte Taine, je vais en parler tout de suite. Paul Janet, on ne va pas confondre avec Pierre Janet, c'est l'oncle, va intervenir contre Charcot, et Victor Heger, dont on a parlé, est en réalité pour une grande part une réponse à la philosophie de Théodule Ribaud. Si aujourd'hui on veut lire Victor Heger et la parole intérieure, il faut comprendre qu'il prend en fait position contre une partie, enfin, pas une partie, contre l'essentiel des positions de Ribaud et aussi d'ailleurs de Charcot. Et on verra que dans ce cas-là, une formation de compromis sera représentée typiquement par quelqu'un comme Pierre Janet. Alors je commence par Taine, puisque c'est par lui qu'il faut commencer. De Taine, on a généralement en France l'image d'un vieux philosophe très 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 réactionnaire après la Commune de Paris, qui va interpréter la Révolution française comme une espèce d'hystérie collective menée par des alcooliques. Avant d'en arriver à quelque chose d'aussi déplorable, Taine a d'abord été quelqu'un de très opposé au régime de Napoléon III. Il a été exclu de l'enseignement, donc c'est pas du tout au départ quelqu'un qui a cette image-là. Et en 1857, il écrit un texte qui s'appelle « Les philosophies classiques du XIXe siècle en France ». Puisqu'on m'a chassé de l'université, il règle ses comptes avec l'université. Donc il prend toutes les têtes d'affiche de l'université française du XIXe et il les démolit. C'est un texte extraordinairement intéressant, très drôle, enfin très drôle pour ceux qui trouvent ça drôle, bien sûr, mais quand on connaît un peu ces philosophes, c'est très intéressant. Donc, première opération, on démolit la philosophie universitaire. Deuxième opération, on va faire apparaître de la psychologie, et pour ça, on va aller chercher les Anglais. Traditionnellement, quand on a besoin de psychologie, on va chercher les Anglais, et lui va aller chercher John Stuart Mill. Là aussi, il faudrait faire toute l'histoire de cette philosophie anglaise, et on arrive en 1870 au grand ouvrage de psychologie de Taine qui s'intitule « De l'intelligence ». C'est dans « De l'intelligence » qui aura un succès à la fois important et un peu éclipsé par la guerre de 70, qui fait que le succès n'aura peut-être pas été autant si fort qu'il aurait pu être, mais qui va poser Taine comme un des grands penseurs français, dans laquelle Taine va faire ce que fait tout bon psychologue. Je vous avais dit, pour moi, c'est le symptôme. Il va aller chercher les images. Il va dire, au fond, ce que nous avons dans nos têtes, ce sont des images, et comment elles fonctionnent. Il va utiliser l'expression de polypier d'images, c'est son expression, c'est-à-dire une théorie associationniste. Nous avons dans notre tête des images, et ces images s'associent entre elles. Et il est surtout très connu pour cette phrase, la perception est une hallucination vraie, c'est-à-dire qu'on va retourner, on avait toujours dit, il y a des perceptions et il y a de l'hallucination, qui est une fausse perception, et lui inverse le processus en disant, au fond, tous les processus de perception sont du même type, simplement il y en a en plus qui correspondent à de véritables stimulations extérieures. La fin de l'intelligence, ou plutôt la deuxième édition, je n'ai pas repris la date, c'est de 1873,
a une partie dans laquelle Taine va commenter Max Müller, qu'il va défendre largement, la mythologie comparée, et dans laquelle surtout il va développer le premier grand texte français, qu'on cite toujours comme point de départ, dans la tradition française bien sûr, sur l'acquisition du langage. Alors, il y a déjà eu des tas de choses sur l'acquisition du langage, mais c'est le premier qui en est une sorte de philosophie. Et en gros, l'idée de Taine, c'est de montrer que tout ça est purement explicable par des raisons matérielles. C'est un matérialiste. Et celui qui va, juste pour situer un petit peu ce que veulent dire ces effets de champ, celui qui va répondre à Taine, c'est Émile Heger, le père de Victor, qui va prendre comme exemple ses enfants, dont le petit Victor dont on a parlé ensuite, qui va prendre comme exemple ses enfants pour prouver que l'apprentissage du langage, par les enfants, est bien la meilleure preuve que nous avons une âme et que nous serons sauvés. Donc on est sur des oppositions, c'est un tout petit monde, hein. Tous ces gens-là passent leur temps à se croiser et se recroiser, mais c'est donc Émile Heger qui va répondre à Taine sur cette théorie. Mais Taine, finalement, est traumatisé par la Commune de Paris, décide de comprendre comment les foules peuvent devenir révolutionnaires et qu'est-ce qui pourrait expliquer ces aberrations. Et finalement, alors qu'il était parti pour être probablement le créateur d'une psychologie française, c'est Ribot qui est crédité comme étant le vrai maître